sans génie. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'homme, généralement parlant, qui n'apportant en naissant quelques talents propres aux besoins et aux agréments de la société. Mais tous ces talents sont différents. Il est des hommes qui viennent au monde avec un talent déterminé pour une certaine profession. D'autres naissent propres à différentes professions. Ils sont capables de réussir en plusieurs, mais aussi de succès, mais sauraient être que médiocres. La nature les met au monde pour suppléer à la disette des hommes de génie, destinés à faire des prodiges dans une sphère hors de laquelle ils n'auront point d'activité. Véritablement, un homme propre à réussir dans plusieurs professions est très rarement un homme propre à réussir éminemment dans aucune. C'est ainsi qu'une terre propre à porter plusieurs espèces de plantes ne saurait donner à aucune de ces plantes la même perfection, où elle parviendrait dans un terroir qui lui serait propre, si spécialement qu'il ne conviendrait point aux autres espèces. Une terre aussi propre à porter des raisins qu'à porter du blé ne rapporte ni du vin exquis ni du blé excellent. Les mêmes qualités qui rendent une terre spécialement propre pour une certaine plante font qu'elle ne vaut rien pour une autre plante. Quand un de ces esprits indéterminés qui ne sont propres à tout que parce qu'ils ne sont propres à rien est conduit sur le Parnasse par les conjonctures, il apprend les règles de la poésie assez bien pour ne point faire des fautes grossières. Il s'attache ordinairement à quelque auteur qu'il choisit pour son modèle. Il se nourrit l'esprit des pensées de son original et il charge sa mémoire de ses expressions. Comme les personnes dont je parle destinées pour être la pépinière des artisans médiocres n'ont pas les yeux ouverts par le génie, notre imitateur ne saurait apercevoir dans la nature même ce qu'il y faut choisir pour l'imiter. Il ne peut les discerner que dans les copies de la nature faites par les hommes de génie. Si cet artisan imitateur a du sens, quoique né pauvre pour ainsi dire, il subsiste honorablement du butin qu'il fait dans le patrimoine d'autrui. Il versifie si correctement et surtout il rime si richement que ses ouvrages nouveaux ne laissent pas d'avoir un certain cours dans le monde. Si leur auteur n'y passe pas pour un génie, il y passe du moins pour être un bel esprit. Il est impossible, dit-on, de composer de meilleurs vers à moins que d'être poète, qu'il évite seulement de se commettre avec le public attroupé, je veux dire de composer pour le théâtre. Les vers les mieux faits, mais vides d'invention, ou riches uniquement d'une poésie empruntée, ne veulent être produits qu'avec un grand ménagement. Il n'y a que certains réduits qui soient propres à leur servir de berceau. Il faut qu'ils ne voient le jour que devant certaines personnes, et que les indifférents ne les entendent qu'après avoir été informés que tels et tels les ont approuvés. La prévention que ces applaudissements inspirent en impose du moins durant quelque temps. Si notre artisan imitateur manque de sens, il emploie hors de propos les traits et les expressions de son modèle, et ses vers ne nous offrent que des réminiscences mal placées. Il se conduit dans la production de ses ouvrages, comme dans leur composition il affronte le public, rassemblé avec plus d'intrépidité que Racine et Quinault n'en avaient dans de pareilles aventures. Sifflé sur un théâtre, il va se faire huer sur l'autre. Plus méprisé à mesure qu'il est plus connu, son nom devient enfin l'appellation dont le public se sert pour désigner un méchant poète. Il est heureux quand sa honte ne lui survit pas. Ces esprits médiocrement propres à beaucoup de choses ont la même destinée quand on les applique à la peinture. Un homme de cette trempe, que les conjonctures engagent à se faire peintre, imite servilement plutôt qu'exactement le goût de son maître dans les contours et dans le coloris. Il devient un dessinateur correct, s'il ne devient pas un dessinateur élégant, et si l'on ne saurait louer l'excellence de son coloris, du moins n'y remarque-t-on pas de faute grossière contre la vérité. Il est des règles pour n'en point faire, mais comme les règles ne peuvent enseigner qu'aux personnes de génie à réussir dans l'ordonnance et dans la composition poétique, ces tableaux sont très défectueux dans ces deux parties. Ces ouvrages ne sont beaux que par endroits, parce que n'ayant pas imaginé tout son plan, mais l'ayant fait seulement pièce à pièce, rien n'y est ensemble. Au total, son œuvre sera manquée, parce qu'elle sera incapable de camper un ensemble. C'est en vain qu'un pareil sujet fait son apprentissage sous le meilleur maître. Il ne saurait faire dans une pareille école les mêmes progrès qu'un homme de génie
fait dans l'école d'un maître médiocre. Celui qui enseigne, comme le dit Quintilien, ne saurait communiquer à son disciple le talent de produire et l'art d'inventer. Il faut le plus grand mérite des peintres et des orateurs. Les qualités qui sont les plus importantes chez un orateur ne sont pas imitables. Le talent, l'invention, la force, l'aisance et tout ce qui ne se transmet pas par la technique. Le peintre peut donc faire part des secrets de sa pratique, mais il ne saurait faire part de ses talents pour la composition et pour l'expression. Souvent même l'élève, dépourvu du génie, ne peut atteindre la perfection où son maître est parvenu dans la mécanique de l'art. L'imitateur servile doit demeurer au-dessous de son modèle, parce qu'il joint ses propres défauts aux défauts de celui qui l'imite. D'ailleurs, si le maître est homme de génie, il se dégoûte bientôt d'enseigner un pareil sujet. Il est au supplice quand il voit que son élève n'entend qu'avec peine, et qu'il comprenait d'abord lorsque lui-même il était élève. En effet, il souffre le martyre quand on saisit lentement ce que lui-même a compris rapidement. On ne trouve rien de nouveau dans les compositions des peintres sans génie. On ne voit rien de singulier dans leur expression. Ils sont si stériles qu'après avoir longtemps copié les autres, ils en viennent enfin à se copier eux-mêmes. Et quand on sait le tableau qu'ils ont promis, on devine la plus grande partie des figures de l'ouvrage. L'habitude d'imiter les autres nous conduit à nous copier nous-mêmes. L'idée de ce que nous avons peint est toujours plus présente à l'esprit que l'idée de ce qu'ont peint les autres. C'est la première qui s'offre aux peintres qui cherchent la composition et les figures des tableaux qu'ils ont entrepris plutôt dans leur mémoire que dans leur imagination. Les uns, comme le Bassan, se livrent de bonne foi à une répétition sincère de leurs ouvrages. Les autres, en voulant cacher les larcins qu'ils se font à eux-mêmes, reproduisent sur la scène leurs personnages déguisés, mais non pas méconnaissables, et ils rendent ainsi leurs larcins encore plus odieux. Le public regarde un ouvrage dont il est en possession comme un bien qui lui serait devenu propre, et il trouve mauvais qu'on lui fasse acheter une seconde fois ce qu'il croit avoir déjà payé par ses louanges. Comme il est plus facile de marcher sur les pas d'un autre que de se frayer de nouvelles routes, un artisan sans génie parvient bientôt au degré de perfection où il est capable de s'élever. Il atteint bientôt cette grandeur propre à chaque homme et après laquelle il ne croit plus. Ses premiers essais se trouvent souvent aussi beaux que les ouvrages qu'il fait dans les temps de sa maturité. Nous avons vu des peintres sans génie, mais devenus célèbres pour un temps, par l'art de se faire valoir, travailler plus mal durant l'âge viril qu'ils ne l'avaient fait durant la jeunesse. Leurs chefs-d'œuvre sont dans les pays où ils avaient fait leurs études. Il semble qu'ils eussent perdu la moitié de leur mérite en repassant les Alpes. En effet, ces artisans de retour à Paris n'y trouvaient pas aussi facilement qu'à Rome l'occasion de dérober des parties et souvent des figures entières pour enrichir leur composition. Leurs tableaux se sont appauvris dès qu'ils n'ont plus été à portée de rencontrer à point nommés dans les ouvrages des grands maîtres la tête, le pied, l'attitude et quelquefois l'ordonnance dont ils avaient besoin. Je comparerai volontiers ce superbe étalage de chefs-d'œuvre anciens et modernes qui rendent Rome la plus auguste ville de l'univers, à ces boutiques où l'on étale une grande quantité de pierreries. En quelque profusion que les pierreries soient étalées, on n'en rapporte chez soi qu'à proportion de l'argent qu'on avait apporté pour faire son emplette. Ainsi l'on ne profite solidement de tous les chefs-d'œuvre de Rome qu'à proportion du génie avec lequel on les regarde. La sueur qui n'a jamais été à Rome, le sueur qui n'avait jamais été à Rome et qui n'avait vu que de loin, c'est-à-dire dans les copies, les richesses de cette capitale des beaux-arts, en avait mieux profité que beaucoup de peintres qui se glorifiaient d'un séjour de plusieurs années au pied du Capitole. De même, un jeune poète ne profite de la lecture de Virgile et d'Horace qu'à proportion des lumières de son génie, à la clarté desquelles il étudie les anciens, pour ainsi dire. Que les hommes nés sans un génie déterminé, que ces hommes propres à tout s'appliquent donc aux arts et aux sciences, où les plus habiles sont ceux qui savent davantage. Il est même des professions où l'imagination ou l'art d'inventer est aussi nuisible qu'il est nécessaire dans la poésie et dans la peinture. Que les génies sont limités. Les hommes qui sont nés avec un génie déterminé pour un certain art ou pour une certaine profession sont les seuls qui puissent y réussir éminemment. Mais aussi ces professions et ces arts sont les seuls où ils puissent réussir. Ils deviennent des hommes au-dessous du médiocre aussitôt qu'ils sortent de leur sphère. On n'aperçoit plus alors en eux cette vigueur d'esprit ni cette intelligence
qu'ils montrent dès qu'il s'agit des choses pour lesquelles ils sont nés. Non seulement les hommes doutent, non seulement les hommes dont je parle n'excellent que dans une profession, mais ils sont encore bornés ordinairement à n'exceller que dans quelques-uns des genres dans lesquels cette profession se divise. Il est comme impossible, dit Platon, que le même homme excelle en des ouvrages d'un genre différent. La tragédie et la comédie sont de toutes les imitations poétiques celles qui se ressemblent davantage. Cependant, le même poète n'y réussit pas également. Les acteurs qui récitent les tragédies ne sont pas encore les mêmes que ceux qui jouent les comédies. Ceux des peintres qui ont excellé à peindre l'âme des hommes et à bien exprimer toutes les passions ont été des coloristes médiocres. D'autres ont fait circuler le sang dans la chair de leur figure, mais ils n'ont pas su l'art des expressions, aussi bien que les ouvriers médiocres de l'école romaine. Nous avons vu plusieurs peintres hollandais doués de génie pour la mécanique de leur art et surtout d'un talent merveilleux pour imiter les objets du clair-obscur dans un petit espace renfermé, talent dont ils avaient l'obligation à une patience d'esprit singulière, laquelle leur permettait de se clouer longtemps sur un même ouvrage sans être dégoûtés par ce dépit qui s'excite dans les hommes d'un tempérament plus vif quand ils voient leurs efforts avorter plusieurs fois de suite. Ces peintres flegmatiques ont donc eu la persévérance de chercher par un nombre infini de tentatives, souvent réitérées sans fruit, les teintes et les demi-teintes, enfin toutes les diminutions de couleurs nécessaires pour dégrader la couleur des objets, et ils sont ainsi parvenus à peindre la lumière même. On est enchanté par la magie de leur clair-obscur. Les nuances ne sont pas mieux fondues dans la nature que dans leurs tableaux, mais ces peintres ont mal réussi dans les autres parties de l'art qui ne sont pas les moins importantes. Sans invention de leur expression, incapables de l'élever au-dessus de la nature qu'ils avaient devant les yeux, ils n'ont peint que des passions basses ou bien une nature ignoble. La scène de leur tableau est une boutique, un corps de garde ou la cuisine d'un paysan. Leurs héros sont des faquins. Ceux des peintres hollandais dont je parle, qui ont osé faire des tableaux d'histoire, ont peint des ouvrages admirables pour le clair-obscur, mais ridicules pour le reste. Les vêtements de leurs personnages sont extravagants, et les expressions de ces personnages sont encore basses et comiques. Ces peintres peignent Ulysse sans finesse, Suzanne sans pudeur et Scipion sans aucun trait de noblesse ni de courage. Le pinceau de ces froids artisans fait perdre à toutes les têtes illustres leur caractère connu. Nous Hollandais, au nombre desquels on voit bien que je ne comprends pas ici les peintres de l'école d'Anvers, ont bien connu la valeur des couleurs locales, mais ils n'en ont pas su tirer le même avantage que les peintres de l'école vénitienne. Le talent de colorier, comme l'a fait le Titien, demande de l'invention et dépend plus d'une imagination fertile en expédient pour le mélange des couleurs que d'une persévérance opiniâtre à refaire 10 fois la même chose. On peut mettre en quelque façon Teniers au nombre des peintres dont je parle, quoiqu'il fût né à Brabant, parce que son génie l'a déterminé à travailler plutôt dans le goût des peintres hollandais que dans le goût de Rubens et de Van Dyck, ses compatriotes, et même ses contemporains. Aucun peintre n'a mieux réussi que Teniers dans les sujets bas, son pinceau était excellent. Il entendait très bien le clair-obscur et il a surpassé dans la couleur locale ses concurrents. Mais Teniers, lorsqu'il a voulu peindre l'histoire, est demeuré au-dessous du médiocre. On reconnaît d'abord les pastiches qu'il a fait en très grand nombre à la bassesse comme à la stupidité des airs de tête des principaux personnages de ses tableaux. On appelle communément des pastiches les tableaux que fait un peintre imposteur en imitant la main, la manière de composer et le coloris de notre peintre sous le nom duquel il veut produire son propre ouvrage. On voit à Bruxelles, dans la galerie du Prince de la Cour, de grands tableaux d'histoire, faits pour servir de carton à une tenture de tapisserie qui représente l'histoire des Giuliani de Lombardie, dont descend la maison de la Tour Taxi. Les premiers tableaux dont le de Teniers, qui fit achever les autres par son fils, rien n'est plus médiocre pour la composition et pour l'expression. De La Fontaine était né certainement avec beaucoup de génie pour la poésie, mais son talent était pour les contes et encore plus pour les fables.
Il a traité avec une érudition jouée dont ce genre d'écrire ne paraissait pas susceptible. Quand La Fontaine voulut faire des comédies, le sifflet du parterre demeurera toujours le plus fort. On sait la destinée de ces opéras. Chaque genre de poésie demande un talent particulier et la nature ne saurait guère donner un talent éminent à un homme que ce ne soit à l'exclusion des autres talents. Ainsi, loin d'être surpris que de La Fontaine ait fait la mauvaise comédie, il faudrait s'étonner s'il en avait fait d'excellents. Si le Poussin eût colorié aussi bien que le Bassan, il ne serait pas moins admirable parmi les peintres que Jules César l'est parmi les héros. C'est celui de tous les Romains qui ferait le plus d'honneur à l'humanité s'il avait été juste. Il est donc également important aux nobles artisans dont je parle de connaître à quel genre de poésie et de peinture leur talent les destine, et de se borner aux genres pour lesquels ils sont nés propres. L'art ne saurait faire autre chose que de perfectionner l'aptitude ou le talent que nous avons apporté en naissant, mais l'art ne saurait nous donner le talent que la nature nous a refusé. L'art ajoute beaucoup au talent naturel, mais c'est quand on étudie un art pour lequel on est né. L'essentiel de l'art est ce qu'on réalise qu'on vient. Ainsi cela ne peut-il être transmis sans la technique, totalement par la technique. Quand il vient. Tel peintre demeure confondu dans la foule, qui serait au rang des peintres illustres s'il ne se fût point laissé entraîner par une émulation aveugle qui lui a fait entreprendre de se rendre habile dans les genres de la peinture pour lesquels il n'était point né, et qui lui a fait négliger les genres de la peinture auxquels il était propre. Les ouvrages qu'il a tenté de faire sont, si l'on veut, d'une classe supérieure, mais ne vaut-il pas mieux être un des premiers parmi les paysagistes que le dernier des peintres d'histoire? Ne vaut-il pas mieux être cité pour un des premiers faiseurs de portraits de son temps que pour un misérable arrangeur de figures ignobles et estropiées? L'envie d'être réputé un génie universel dégrade bien des artisans. Quand il s'agit d'apprécier un artisan en général, on fait autant attention à ses ouvrages médiocres qu'à ses bons ouvrages. Il court le risque d'être défini en qualité d'auteur des premiers. Que de gens seraient de grands auteurs s'ils avaient moins écrit. Si Martial ne nous avait laissé que les 100 épigrammes que les gens de lettres de toute nation savent communément par cœur, si son livre n'en contenait pas un plus grand nombre que le livre de Catulle, on ne trouverait plus une si grande différence entre cet ingénieux chevalier romain et Martial. Du moins jamais bel esprit n'eût été assez indigné de les voir comparer pour brûler avec cérémonie toutes les années un exemplaire de Martial, afin d'apaiser par ce sacrifice bizarre les mânes poétiques